c'est maintenant l'heure pour la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau qui fait son retour après les pauses des fêtes de Noël. Bonjour. Bonjour. En pleine forme aujourd'hui? Ah oui, comme toujours. Quand on parle d'histoire, je suis toujours en forme. Yeah, ben c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, tu nous proposes un sujet pour retourner après la Deuxième Guerre mondiale. On mettait des criminels nazis au tribunal. Ils devaient faire face à des crimes contre les droits humains et tout. Mais il y en a certains qui se sont enfuis. Et là, on se pose la question, est-ce que l'Église catholique a aidé ces criminels nazis à fuir? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Puis on appelle ça la route des rats ou des monastères. Oui, j'aime mieux la route des rats parce que la route des monastères, on dirait c'est une invitation à une tournée touristique, à visiter des lieux de culte. La route des rats, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, là. Oui, Donc, oui. dans le fond, ça serait une filière, un réseau mis en place. Et là, c'est la question, est-ce que c'est par l'Église catholique? Est-ce que c'est par des membres de l'Église catholique par leur initiative personnelle? Mais donc, c'était un réseau qui visait à éviter aux criminels nazis, leur permettre d'échapper à la justice et de trouver refuge ailleurs. On va voir, c'est une question complexe, puis les historiens s'entendent pas sur le degré de culpabilité de l'Église en tant qu'institution. D'accord. Alors, pour se lancer dans ce sujet-là, on va un petit peu expliquer c'était quoi la dénazification. Ça, c'est tout un mot. Oui, c'est tout un mot. Faut pas le prononcer trop rapidement. Donc, dès le milieu de la guerre 1942, les futurs vainqueurs, donc les Alliés, décident qu'est-ce qu'on va faire avec l'Allemagne, et notamment l'Allemagne qui a été nazifiée. Là, le nazisme s'était emparé à peu près de tous les aspects de la société. Et donc, il y a l'idée qu'il faut purger l'Allemagne pour empêcher le nazisme de revenir, mais aussi punir les nazis qui ont commis des crimes. Puis il y en a énormément. Il y a eu des crimes contre la population civile, il y a eu le génocide, il y a eu la torture, les exécutions d'otages. Il y a des populations qui ont été asservies. On a pillé les biens, tout ça. Donc les nazis doivent faire face à la justice. Et dès que les territoires sont libérés, il y a des arrestations, il y a des procès, il y a des jugements. Le plus connu, c'est bien sûr le procès de Nuremberg où il va y avoir 24 inculpés. C'est les grands dignitaires du régime nazi. Oui. 12 vont être condamnés à mort. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est que chaque pays a organisé des procès et donc il va y avoir des jugements, des exécutions, tout ça. Et donc, les nazis ont évidemment peur, ils essaient de sauver leur vie, ils essaient de se cacher, et c'est là que va rentrer en ligne de compte la fameuse route des rats. D'accord. Ben on se pose la question justement après la guerre, quelle était la position de l'Église catholique sur tout ça? Donc la position de l'Église catholique après la guerre, c'est un message très chrétien, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Il faut reconstruire la nouvelle Europe et il faut pas essayer de se venger. Mais derrière ce discours-là très évangélique, là, il y a aussi des principes que l'Église a toujours défendus ou des sympathies. Premièrement, l'antisémitisme faisait partie de la doctrine de l'Église. Officiellement, l'Église considérait les Juifs comme le peuple déicide qui avait tué le Christ. Et donc, pour eux, les Juifs étaient dans l'erreur. Et le seul moyen de les sauver, c'était qu'ils se convertissent à la vraie foi, le christianisme. Donc, dans certains milieux de l'Église catholique, il y avait un antisémitisme qui était assez fort, et aussi un grand anticommunisme. Le communisme vise à créer une société sans Dieu, abolir les classes sociales, la propriété privée, mais surtout éliminer toutes les églises. Donc, c'est l'ennemi numéro 1 de l'Église catholique. Et donc, dans les rangs de l'Église catholique, il y a un anticommunisme qui est extrêmement fort. Et donc, certains membres de l'Église voient les nazis, qui sont antisémites et anticommunistes, comme des alliés naturels. Il y a des complicités qui peuvent se tisser. Il peut y avoir des sympathies de part et d'autre. D'accord. Comme tu le disais au début, on parle de peut-être certaines personnes, des membres de l'Église qui auraient pu avoir un grand rôle dans tout cela. Entre ici Monseigneur Udal. Qui était-il? Donc, ça, c'est le plus connu. C'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus connu. Donc, c'est un évêque autrichien qui, lui, va s'afficher
pratiquement pro-nazi. Ce qui n'était pas le cas de la plupart des hommes d'Église, qui étaient anticommunistes, parfois un peu antisémites. Mais Monseigneur Udall va même écrire un livre où il essaie de réconcilier catholicisme et national-socialisme. Et pour lui, l'objectif, c'est d'avoir le nazisme est un rempart contre le communisme. Il va avoir des problèmes parce qu'il y a le pape Pie XI qui va rédiger une encyclique qui est une déclaration papale, Mit Brennender Sorge, qui est écrit en allemand. Donc, ça vise le régime nazi et ça dénonce le racisme, le manque de dignité du régime nazi, cette volonté de créer, d'écarter les religions, tout ça. Et donc, ça va être une disgrâce pour Monseigneur Udall, mais on le retrouve après la guerre, alors que Pie XI est mort. Et là, il est à la tête... Ça, c'est assez incroyable, de la Commission pontificale d'aide aux réfugiés. Il y a des millions de réfugiés qui errent partout en Europe, ils ont faim, ils ont plus de maison, et donc on les aide à immigrer et à refaire leur vie dans d'autres pays, notamment en Amérique. Et Monseigneur Udall joue un rôle extrêmement important parce que avec son organisation, il va cacher des nazis, il va leur donner des faux papiers, il va leur obtenir un visa, il va leur permettre d'aller à l'étranger, notamment pour obtenir un visa, il fallait avoir souvent une attestation, une bonne recommandation. Quand l'évêque fait une recommandation, ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça, c'est élevé, là. Oui. Donc, plusieurs se sont fait déplacer dans d'autres pays. Quels sont certains exemples de où ces gens-là sont allés? Il y a 3 filières essentiellement. La filière la plus connue, c'est l'Amérique du Sud, où il y a des régimes autoritaires qui se mettent en place, notamment l'Argentine. Il y a Juan Perón, qui est un dictateur, donc il a mis en place un régime autoritaire, et c'est un grand admirateur d'Hitler. Donc avec la complexité des évêques argentins, ils vont émettre 2000 visas et 8000 papiers d'identité. Wow. À l'intention des criminels de guerre nazis qui essaient de s'enfuir. Donc, les chiffres varient, mais on pense peut-être qu'il y aurait eu 5000 criminels nazis, aussi des collaborateurs qui auraient collaboré avec les nazis. Ils vont aller beaucoup en Bolivie, en Argentine, il y en a au Brésil, Paraguay. L'autre filière qui est vraiment pas connue, c'est des nazis qui seraient allés dans des pays arabes qui deviennent indépendants, comme l'Égypte, l'Irak, la Syrie, qui mettent en place un régime autoritaire et éventuellement vont être en guerre contre Israël. D'accord. Et donc, en Amérique du Sud et dans les pays arabes, on fait appel aux nazis parce qu'ils ont une expertise au niveau des services de renseignement, de l'appareil policier, de la répression, de la torture. Et dans les pays arabes, ça va être la propagande antisioniste, parce que ces nazis-là sont des antisémites. Et finalement, il y a une 3e filière, et ça, c'est assez gênant. Ce sont les Américains qui vont lancer l'opération Paperclip. Donc, à partir de 1947, c'est la guerre froide. Les Soviétiques ont la bombe atomique. Et donc, même avant, les Américains essaient de recruter des scientifiques nazis qui ont participé à des expériences là vraiment répugnantes sur des êtres humains, et on les récupère parce qu'on veut développer la bombe atomique, développer un nouvel armement et plus tard la conquête spatiale. Et donc il y a 1500 scientifiques nazis qui vont être entre 1947 et 1957 qui vont être rapatriés aux États-Unis. Et donc, les États-Unis mettent fin à la politique de dénazification. Le nouvel ennemi, c'est les Soviétiques. Et donc, on récupère les nazis. Et en 1973, la République fédérale d'Allemagne va demander aux États-Unis cesser de prendre nos scientifiques parce qu'ils vont continuer jusqu'en 1973. Quand même. Et cette politique de recrutement-là, les Américains vont arrêter. D'accord. Donc, il y en a quand même plusieurs qui ont échappé à la justice. Est-ce qu'on a des criminels spécifiques ici qu'on peut nommer? Oui, j'ose pas utiliser le terme célèbre, mais faut comprendre qu'il y en a... Ce qu'il faut être clair, c'est que même si
ces gens-là trouvent refuge, même si les Alliés décident d'abandonner la politique dénazification. Il y a toujours eu des organisations, notamment des organisations juives, qui vont traquer les criminels de guerre. Parfois, ils vont réussir à les extrader pour les amener dans les pays pour qu'ils soient jugés. Il y a des commandos qui vont aussi les éliminer. Il y a des nazis qui vont avoir peur d'être pris. Il y en a qui vont se suicider. Donc, j'en ai pris 3 qui sont extrêmement célèbres. C'est Joseph Mengele, qui était un médecin fasciné par les expériences de génétique et qui va faire des expériences sur des enfants dans des camps de concentration. C'est vraiment le personnage le plus infâme, un monstre. Il se serait réfugié en Argentine, ensuite, je pense, en Bolivie, et il est mort en 1979. Il vivait clandestinement au Brésil. Il va jamais être inquiété. Ils ont jamais réussi à le capturer, mais le gouvernement d'Israël a tout fait pour le capturer, mais il n'a jamais réussi à le trouver. Il y a Klaus Barbie, qu'on appelle le boucher de Lyon, qui a fait exécuter un résistant français très célèbre, Jean Moulin, et il a envoyé une centaine d'enfants. Il avait capturé une centaine d'enfants qui étaient cachés. Il les a envoyés dans les chambres à gaz à Auschwitz. Lui, il va réussir il va être extradé en 1987 et il va être condamné à perpétuité, mais c'est un vieillard, il va mourir peu de temps après. Et finalement, probablement, un des plus importants, c'est Adolf Eichmann, qui est un des artisans de la solution finale. C'est lui qui a organisé l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz. Il s'était réfugié, je pense, en Bolivie. Et ça va être un coup de maître. Les services secrets israéliens vont le retrouver, vont organiser un enlèvement. Ils vont l'amener en Jérusalem. Il va être jugé. Et il va être exécuté, il va être pendu, puis ça va être un procès retentissant. Mais avant de mourir, il va écrire ses mémoires, et c'est là qu'il va donner beaucoup d'informations sur la filière avec l'Église catholique, va expliquer comment l'Église catholique lui a permis de s'enfuir. Et lui, en Bolivie, il mettait sur pied, il entraînait des gens pour pratiquer la torture. Oh, mais non! Oui. Donc, ils ont continué leur activité dans les pays où ils s'étaient réfugiés. Et dans tout ça, est-ce qu'on peut dire que le Vatican était au courant de tous ces gestes-là? De ces plans-là? Il y a 2 écoles de pensée, en fait, que ça aurait été... Il y a eu un réseau, ça c'est clair. On estime qu'il y aurait eu 21 dignitaires de l'Église catholique qui auraient participé. Est-ce que le pape savait? Est-ce que les autorités vaticanes savaient? Est-ce qu'ils ont fermé les yeux? Est-ce qu'ils ont participé activement? Il y a beaucoup de témoignages qui considèrent que le Vatican aurait eu le feu vert, notamment pour l'opération Paperclip. Beaucoup de scientifiques nazis étaient en Europe de l'Est, en territoire soviétique. Et donc, il y avait un prêtre qui s'appelait Dragonovitch, qui était croate, et c'est lui qui faisait passer de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest les criminels nazis, grâce à sa filière. Et ensuite, ces gens-là allaient aux États-Unis. Et on a des témoignages dans l'administration américaine qui voulaient avoir ces scientifiques-là qui ont été grandement aidés par l'Église catholique. Et donc, l'Église catholique aurait été active dans cette filière qu'elle a créée, selon beaucoup d'historiens. Mais je terminerai en rappelant qu'il y a eu aussi beaucoup d'initiatives individuelles de prêtres, de frères, de sœurs religieuses qui ont caché des Juifs dans leur monastère, qui ont agi pour sauver des Juifs. Il y a un très beau film de Louis Malle, je pense, c'est un film français, s'appelle Au revoir les enfants, et ça raconte l'histoire d'un enfant qui va dans un pensionnat, un garçon qui va dans un pensionnat, et il se fait un nouvel ami, et il se rend compte que ce nouvel ami-là est un Juif, et ce sont les directeurs de l'établissement, donc ce sont des religieux qui cachent les Juifs. D'accord. Wow. C'est une grosse histoire quand même, une grosse partie de notre histoire qui continue à je pense, on découvre constamment des nouvelles choses par rapport à tout ça, puis on en apprend beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir.